Alors, on vous le disait en début d'émission, des manifestations un peu partout au Canada, organisées d'abord par ce groupe inquiet, disent-ils, des parents. Ils se présentent comme des parents inquiets de voir des discussions sur l'identité de genre dans les écoles. C'était ça le socle de la manifestation. Et il y a eu des contre-manifestations de groupes représentants, des trans représentants, qui ont dit, pour une différence, qui sont allés, vous l'avez entendu, les rejoindre. Alors, ça a créé des micmacs comme ça un peu partout au pays. Véronique Prince, Marie Vastel, Christian Dufour. Première question, puis on parlera des craintes qui peuvent être légitimes de parents, mais est-ce que ce débat-là sur l'identité de genre est en train de déraper? C'est ma première question. Véronique. Il faut faire attention pour pas que ça dérape, effectivement, parce que l'école doit rester un espace de sécurité. Pour plusieurs jeunes, c'est encore plus un espace de sécurité que leur propre maison. Alors, les élus, parce que je voyais qu'il y a des élus qui se sont positionnés, notamment au Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le premier ministre, qui est sorti, qui est allé à la rencontre de manifestants et tout ça. Jack Bixby aussi l'a fait. Mais c'est ça. Je pense que les élus Pas dans le même doivent... côté, les deux, là. Non, effectivement. Mais c'est sûr que quand des élus appuient un groupe ou un autre, ça vient donner de la légitimité à un mouvement. Donc, ils doivent se garder de jeter de l'huile sur le feu, comme je disais, pour des raisons d'abord et avant tout de sécurité. Ici, par exemple, à Québec, Bernard Drinville a choisi de nommer un comité, en fait, il n'est pas encore nommé, mais il va mettre en place, d'ici Noël, un comité scientifique pour le guider dans ses décisions dans les écoles. C'est sûr que les gens ont dit, il fait juste ça pour gagner du temps. Il existe déjà des rapports là-dessus. S'appuyer sur les rapports qui existent déjà. Mais peut-être que de gagner du temps, justement, permet de se positionner et surtout de cadrer le message qui doit être envoyé dans les écoles puis les directives. Il y a une nécessité d'instaurer des politiques inclusives, mais il ne faut pas que ce soit perçu, comme disent certains des manifestants, comme de l'idéologie de genre. Alors, il faut trouver l'équilibre et je trouve que c'est assez précaire, cet équilibre-là, en ce moment. Et il y a beaucoup d'éléments disparates qui entrent dans ce débat-là, que ce soit des contes lus par des personnes trans, que ce soit des toilettes non-genrées, que ce soit un discours dans l'école, ça c'est dans la salle de classe qui peut être autre chose. Bref, on parle de beaucoup de choses. Marie Vastel, premières observations sur l'allure du débat. Je vous dirais que la manifestation d'Ottawa, en tout cas, était l'une des plus tendues que j'ai vues dans les dernières années. Okay. Et je trouve que ça en dit long, justement, sur l'état du débat que Véronique évoquait. À titre d'exemple, l'année dernière, au printemps dernier, j'ai été faire un tour à la manifestation annuelle anti-avortement. Il y avait une contre-manifestation de pro-avortement, mais on ne se criait pas par-dessus la tête. Il y avait certains des contre-manifestants qui criaient, mais c'était essentiellement deux manifestations côte à côte. Là, on était vraiment dans l'affrontement avec des policiers qui essayaient de contrôler les choses tant bien que mal. Je trouve que ça démontre à quel point on est dans ce débat-là ou cette discussion-là aux antipodes. Et il n'y a pas de place, justement, à la discussion. En ce moment, il y a certains des gens de la contre-manifestation, donc des membres de communautés LGBTQ ou qui soutiennent les communautés LGBTQ, qui disaient à mes collègues du Devoir qu'ils ne voulaient pas parler de peur que leurs propos soient déformés. Écoutez, si on ne se parle plus et qu'on n'explique plus notre point de vue, je ne suis pas trop certaine de voir où est-ce qu'on s'en va. Je pense que tout ça, ça démontre qu'il faut avoir des conversations. Vous le disiez, on en parlera un peu plus tard des diverses positions de part et d'autre, mais visiblement, là, on est complètement à deux extrêmes. Et M. Blanchet, qui disait, le chef du Bloc québécois, et François Blanchet, qui disait « Je me reconnais dans ni l'un ni l'autre ». Je pense que c'est peut-être la position de plusieurs personnes là, qui regardent les nouvelles aujourd'hui ou qui regardent les nouvelles ce soir. Et je suis tout à fait d'accord avec Véronique qu'il faut éviter de politiser le débat. C'est ce que la ministre ici de l'égalité des genres disait. Mais 3 heures plus tard, une de ses collègues prenait la parole en chambre pour critiquer les conservateurs de ne pas soutenir de façon unanime l'égalité des genres. Donc, il y a un risque de dérapage certain, je vous dirais, en politique, en tout cas à Ottawa. Oui. Christian? C'est un énorme dérapage. C'est incroyable, en fait, ce à quoi on assiste actuellement.
Je ne sais pas, en fait, s'il y a un côté ou l'autre qui est le plus responsable de ça, mais c'est totalement inacceptable. Comme on l'a dit, il ne faudrait pas que les politiciens se mettent à mettre de l'huile sur le feu parce que les positions peuvent se défendre. J'écoutais tout à l'heure M. Trudeau, je trouve qu'il a fait une déclaration, je ne sais pas, je l'ai mal interprétée, où il mettait de l'huile sur le feu. On va la montrer, justement. Parce qu'il présentait, oui, c'est ça, il présentait ça vraiment comme un combat contre les LGBT, ce que ce n'est pas. On l'a, Christian, à l'écran. Juste la lire, après ça, je vous redonne la parole. Que ce soit clair, écrivait-il, la transphobie, l'homophobie, la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations et nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes de LGBTQ+, à travers le pays. Vous êtes valables et appréciés. Voilà. Donc, lui... Alors, continuez, Christian. Donc, lui, il met de l'huile sur le feu parce qu'il prend position. Et c'est un débat qui est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a un tas de gens qui ont des réserves à l'égard du fait qu'on enseigne la théorie des genres à l'école. On peut même dire que ce qui se passe actuellement, ça montre à quel point il n'y a pas de consensus sur cette théorie-là. Et est-ce qu'il faut enseigner à l'école des théories qui sont aussi controversées que ça? Mais chose certaine, c'est mal commencé, ça dérape. Puis il faudrait que les politiciens soient très, très réservés. Mais moi, je vous avoue qu'il y a un côté qui me... Je ne comprends pas pourquoi c'est devenu radical comme ça, pourquoi c'est les extrêmes qui l'emportent dans ce dossier-là. Il y a quelque chose qui me dépasse là-dedans. Je rappelle que moi, je suis gay moi-même, puis que je comprends très bien les réticences des gens qui ne veulent pas que ça soit enseigné à l'école. Je trouve que ça se défend. C'est des inquiétudes qui peuvent s'expliquer. Mais on n'est pas dans l'expression modérée de position. C'est qu'on dirait que les fanatiques ont pris le contrôle. Oui, et justement, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est devenu le nouveau cheval de bataille? Bon, aux États-Unis, on l'a beaucoup vu. En Floride, on l'a beaucoup vu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a vraiment un groupe qui se sent extrêmement menacé, parce qu'on redéfinit papa, maman, 2 enfants, une maison, un chien. Pourquoi? Je vous donne la parole, Christian, puis tour de table ensuite. Pourquoi c'est devenu si présent dans l'espace public? Écoutez, c'est la question, Patrice, et moi, j'ai vraiment pas de réponse à ça. Parce que, non, mais je sais, il y a des gens qui me disaient, quand on écrit sur des sujets, des chroniqueurs ou des journalistes, on peut avoir des réactions négatives, et quand on écrit sur ces sujets-là, comme les transgenres, tout ça, ça déclenche une agressivité. On semble toucher à quelque chose de fondamental. Donc, c'est dangereux, mais honnêtement, je peux pas répondre à ça. Moi, ça me dépasse. Marie? Moi non plus, je ne m'aventurerai pas sur la joute politique? Pourquoi ça a pris autant de place, d'après vous? C'est des valeurs traditionnelles qui sont visées, puis qu'il y a une réaction émotive extrême. Comment on peut expliquer ça? C'est des valeurs traditionnelles. Il y a aussi, il faut le dire, là, d'un côté de la frange de la droite, c'est un nouveau combat de ces gens qui veulent protéger leurs valeurs familiales. D'ailleurs, c'était intéressant à la manifestation aujourd'hui à Ottawa. Il y avait beaucoup de minorités culturelles religieuses parmi les manifestants, donc éducation de genre sexuelle dans les écoles, ouais. Exact. Et il y a comme une espèce de redéfinition là, des camps qu'on constate. C'est pas pour rien que le chef conservateur Pierre Poilievre a dit le fond de sa pensée, peut-être sur la question, dans un rassemblement qu'il croyait à caméra fermée pour une célébration pakistanaise où il disait il faut protéger le droit des parents d'enseigner ce qu'ils veulent à leurs enfants. Il y a cet aspect-là aussi dans tout le débat. Mais ensuite, pourquoi est-ce que c'est à ce point polarisé? Je pense que plusieurs débats dans notre société sont à ce point polarisés, mais je suis d'accord avec Christian que ce serait peut-être plus productif, que des discours plus nuancés de part et d'autre contribuent à la conversation pour qu'on finisse par se rejoindre quelque part de part et d'autre. Donc, Véronique, je vais conclure ce sujet-là avec vous. Quand Bernard Drinville dit... parce que oui, il y a eu des rapports scientifiques. On lui a reproché, on dit, M. Drinville, il y a déjà des rapports qui montrent ceci, les bienfaits de toilettes, de ci, de ça, qu'il n'y a pas de danger de ci. Mais le réflexe de dire il faut une chambre de décompression, il faut comme un endroit où on discute calmement, c'était peut-être un réflexe qui était sain, là.
Oui, bien, en fait, le gouvernement ne peut pas se positionner immédiatement, moi, je trouve, parce que l'enjeu est trop chaud. La patate est encore chaude dans leurs mains, là. Alors, c'est peut-être pas le moment, justement, de se positionner, même s'il y a déjà des rapports qui existent, même si des gens ont déjà étudié la question, puis probablement que ces avis-là sont encore valables. Alors, le fait de nommer un comité, ça permet de décompresser un peu sur plusieurs semaines et de penser au message aussi. Si on se met à envoyer des directives dans les écoles, comment on va les envoyer? Comment on va les déployer, ces directives-là? Parce qu'il faut penser à cette communication-là aussi, pas juste de ce qui est contenu dans la vie en tant que tel. Et idéalement aussi, ça permettra, on verra qui sera convié, d'entendre tous les points de vue et tous les intervenants. On ne sait pas encore qui Québec va convier à ce comité-là, mais je pense que ça va être intéressant de voir si on s'assure justement d'entendre tous les points de vue pour en arriver un peu là, à une position plus consensuelle. Parce qu'il y a moyen de discuter de ces choses-là de façon aussi calme. Là. Mais on le fait pour les accommodements raisonnables. Exact. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Mais le problème, quand on voit la polarisation à ce point extrême, c'est que avoir des doutes sur l'aptitude à faire un consensus là-dessus? Ils sont tellement fanatiques. Et non, moi, ça me trouble profondément, moi. Oui, bon, très bien. Parce que sur le langage, c'est sûr que ça déroute quand de nouveaux mots arrivent, de nouvelles façons de faire. Puis oui, est-ce qu'on devrait ou pas? Mais il y a des façons de... OK, alors on va en reparler manifestement parce que c'est loin d'être fini. OK, le héros vert, le géant vert, Véronique. Le géant vert, Al Gore, qui a donné le cadeau de l'année à M. Legault en disant « Vous êtes extraordinaire, faites des barrages. » Est-ce qu'on a des extraits? On a des extraits de M. Legault, puis on a l'opposition à Québec un peu furieuse de tout ça. On écoute. C'est vraiment là, un grand moment de fierté pour tous les Québécois. Puis je pense que pour une fois, il faut se le dire, il faut être fier d'être Québécois. Mais le Québec veut contribuer encore davantage. Il faut accélérer cette transition. Puis il y a beaucoup de travail à faire, entre autres en Amérique du Nord. Là. Et on a des gaz à effet de serre au Québec qui sont à 50 de la moyenne du Canada et des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des États puis des provinces qui doivent aller plus vite. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, François Legault? Le pseudo-géant vert. François Legault est l'héritier, notamment de gouvernements libéraux, qui fait en sorte qu'Al Gore est tout à fait justifié de souligner la position de leader du Québec, son bilan en matière d'environnement. Si c'est important, il ne garderait pas Benoît Charette comme ministre de l'Environnement. Voyons donc. En ce moment, le plan qui est présenté par le gouvernement, ce n'est pas un plat d'un héros en environnement, parce qu'il n'atteint pas les cibles de réduction, les cibles de son propre gouvernement. Pour nous, la CAQ reste juste verte en surface. Je pense qu'il y a quelques informations que M. Gore devrait aller obtenir avant de déclarer que le premier ministre Legault est le héros de l'environnement. On croirait une parodie. Bon, en tout cas, ils effaceront pas les cassettes, Véronique, au bureau du premier ministre, parce qu'il a quand même dit ça. M. Legault, d'abord, il faut quand même le rappeler, avait été invité là. C'est son nouveau cheval de bataille, lui, cette filière batterie, énergie propre, etc. Là, il veut que ça soit son legs. Vous avez travaillé là-dessus beaucoup, Véronique Bécancour, etc. Il veut que ça soit son legs, là. Oui, puis ils sont tellement contents de la tournure des choses à New York, là, pas besoin de vous le dire à quel point, là. D'ailleurs, aujourd'hui, à la période de questions, il n'y a pas eu de questions sur l'environnement. Il y en a eu, là, ce que vous venez d'entendre, c'est parce que les journalistes, on leur demandait de commenter les partis d'opposition, mais ils n'ont pas amené cet enjeu-là à la période de questions. Alors, des fois, ça en dit long aussi, parce que peut-être que la réponse leur serait revenue un petit peu au visage en disant, bien, écoutez, Al Gore nous a donné quand même cette étiquette-là, là. En fait, les partis d'opposition n'ont pas tort de dire que c'est les succès de plusieurs gouvernements au fil des années. Là. C'est pas juste la CAQ qui a contribué à avoir cette déclaration-là de l'ancien vice-président des États-Unis, quand même, là. Donc, oui, il y a plusieurs gouvernements qui y ont contribué. L'autre chose que je note, c'est que même 5 ans après sa première élection, la CAQ se bat encore pour essayer d'imposer sa volonté. C'est ça, exactement. Parce qu'en 2018, ils se sont tellement fait dire que l'environnement n'était pas sur leur radar, que c'était un gros problème. Cette étiquette-là a collé, puis c'est comme si elle ne décollait jamais. Vous savez, le plan pour une économie verte demeure quand même un plan intéressant. C'est vrai que les partis d'opposition ont raison de dire que le gouvernement n'a pas encore identifié toutes les mesures
mesures pour parvenir à ces objectifs. Mais prenez le plan pour une économie verte, donnez-le à un autre gouvernement qui n'est pas la CAQ, puis peut-être que ce serait davantage à prouver. Donc, il y a une question de perception avec laquelle la CAQ doit continuer de se battre pour essayer de dire hey, c'est important pour nous, l'environnement, mais on dirait qu'on ne le croit pas. Là. Mais là, disons qu'ils ont eu un bon coup de pouce. Marie, Christian, rapidement, conclusion là-dessus. Christian. Bien, nul n'est prophète en son pays, hein, c'est ce que dû penser M. François Legault. Dans ses plus beaux rêves, je pense qu'il ne pouvait pas imaginer ça. Mais je voudrais revenir sur un point qu'on rappelle tout le temps, en disant qu'il profite de ce qu'ont fait les générations antérieures en hydroélectricité. C'est vrai, mais il faut lui rendre hommage, parce que moi, je fais la comparaison avec la France. La France, en fait, avait un capital d'énergie nucléaire extrêmement précieux, hérité de la période gaulliste. En Europe, vraiment, c'était vraiment leur avantage, et ils ne s'en sont pas occupés. Hein, ils ont laissé les centrales nucléaires sans entretien. La moitié des centrales nucléaires ne fonctionnent pas. Ils ont fermé les centrales nucléaires. Ils se sont fait neutraliser par l'Allemagne. François Legault, je trouve, à sa défense, l'électricité, il a cru. Il a bâti, il essaye de bâtir à partir de ce qu'ont fait les générations antérieures. Et chapeau. Moi, la comparaison avec la France, moi, ça me frappe. Parce que la France s'est coulée. Ils ont été politiquement corrects, les Français. Ils se sont mis à dire, Macron et compagnie, le nucléaire, c'est moins intéressant. Là, ils le regrettent beaucoup. On est dans l'électricité. On profite de ce qu'on a. Ouais, on profite de ce qu'ont fait les générations antérieures. Et bravo à François Legault pour ça, je trouve. Marie, oh mon Dieu, il va vraiment garder la cassette. Marie! Je note que souvent... Oui, je vais essayer. Je note que souvent, quand les leaders étrangers ou les observateurs étrangers louangent un autre dirigeant, on est rarement au fait des menus détails. Donc, oui, M. Gore pense peut-être que le Québec a fait de grandes choses en environnement, mais je ne suis pas certaine qu'il sait à quel point c'est la CAQ, les libéraux, le PQ fut une époque. Il n'est pas dans les détails, là. C'est ça. Et donc, oui, je pense que M. Legault et son gouvernement surfent sur l'héritage politique, mais aussi géographique. Il faut le dire, on a beaucoup d'eau et donc ça nous aide à avoir développé l'hydroélectricité. Je pense que le défi pour le gouvernement de la CAQ, ce sera aussi les prochaines étapes. Oui, on en est où on en est et ça peut être salué ou critiqué selon dans quel camp on se trouve. Mais les Québécois restent quand même de très, 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 très gros consommateurs d'énergie, conduisent des grosses voitures. Et vu le tollé que le ministre Fitzgibbon a provoqué quand il a parlé d'une éventuelle possible réduction du parc automobile, c'est peut-être là que le bilan du Québec risque de s'assombrir. Et ce sera ça, d'après moi, le vrai test de la CAQ, mais aussi des Québécois. Est-ce que les Québécois eux-mêmes sont des héros en environnement? Ça reste à voir. Bonne question. Je m'excuse de vous presser. Bonne question. C'est correct. Redécoupage électoral, je vais absolument en parler rapidement. Donc, proposition de réduire, on va voir en Gaspésie d'une circonscription, parce que chaque électeur en Gaspésie a un pouvoir beaucoup plus fort que d'autres Québécois. Ça, c'est maintenant, vous voyez, et voici ce qui est proposé par la Commission, donc 2 plutôt que 3. Montréal également, on en enlèverait une à Montréal. Donc, vous voyez, Camille Lorrain en jour Louis Riel, Abracadabra, et voilà, donc il y en aurait 3. Au profit de Saint-Jérôme-Mirabel, on en ajouterait une parce que la population a explosé, et au profit de le centre du Québec. Tour de table, là, on va en discuter, c'est le début du processus. Rapidement, vous trois, Véronique, évidemment, M. Bérubé, par exemple, a dit c'est effrayant, une de moins à Gaspésie, mais on doit suivre un peu la population, là. Oui, je comprends, mais c'est un problème pour la Gaspésie au niveau de la représentation, la représentativité, je dirais, parce que ça va devenir impossible pour un député de couvrir ces territoires-là. Même la ministre Maïté Blanchette-Vézina, qui est la ministre responsable de cette région-là, a dit un comté pourrait être l'équivalent de partir de Montréal et se rendre à Rivière-du-Loup, là. Alors, comment voulez-vous qu'un député puisse représenter bien une population? Ça va lui prendre 4-5 bureaux de comté avec plein d'employés. Puis, en plus, je souligne qu'au fédéral aussi, dans cette région-là, en Gaspésie, il y a une circonscription, celle de la bloquiste Christina Michaud, qui risque également de disparaître. Alors, pour les gens là-bas, qui va les représenter à la fin, là? OK. Christian? Oui, moi, j'étais contre la réforme du mode de scrutin, là, contre la proportionnelle. Mais l'envers de ça, c'est qu'il faut que la carte électorale soit mise à jour régulièrement pour que ça corresponde à l'évolution de la population. Mais ça cause des problèmes très concrets. C'est un débat qui est très nécessaire, qui est légitime. Bon,
Est-ce qu'il faudra augmenter le nombre de députés, passer de 125 à 127, 128? Bon, ça ne semble pas grand-chose. M. Legault nous dit qu'on a déjà autant de députés que l'Ontario alors qu'on a une population beaucoup moindre. C'est un débat nécessaire, mais ça cause... C'est toujours ça. Quand il y a un rapport d'une commission de révision de la carte électorale, ça fait toujours mal à certains députés. La solution n'est pas évidente. On commence à en parler. Il faut en parler. On va trouver une solution, mais ça va être frustrant un peu pour tout le monde. Mais il faut la mettre à jour, la carte électorale. C'est important. On n'a pas le choix. C'est ce que Ouais. vous dites. C'est intéressant. Marie, conclusion. Je pense que ce qui est d'autre, c'est vrai ce que Christian dit, c'est un exercice statutaire qui à chaque fois fait des mécontents. Mais je pense que dans ce cas-ci, ce qui est d'autant plus inquiétant, comme Véronique le disait, c'est qu'au fédéral comme au provincial, on perd son représentant local ou en tout cas, on est représenté par quelqu'un qui a plus d'électeurs, donc moins de temps. Je comprends que M. Legault disait que chaque électeur doit avoir le même poids, donc chaque circonscription sensiblement le même nombre d'électeurs. Mais est-ce que chaque électeur ne devrait pas aussi avoir un accès sensiblement équitable à son député, aux services qu'il peut lui procurer? On sait que les députés aussi, ça répond à des questions, ça redirige vers des programmes du gouvernement. Beau. C'est important quand même de pouvoir leur parler et de se sentir représentés à Ottawa. Très et bien. sur l'idée d'ajouter des députés, ça a été fait à Ottawa. Ça n'a pas sauvé la circonscription de Christina Michaud, mais on a ajouté un comté pour le Québec pour que le poids démographique reste. Donc ça se fait. Merci. J'aurais aimé vous parler du passeport à 284 millions. Je le garde dans le frigo pour Il faut rester au Canada, ça coûte trop cher voyager. Le passeport coûte trop cher. Véronique, Marie, Christian, merci beaucoup. Intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.